Chercheuse à l'IRD, de m'avoir proposé de présenter aujourd'hui les travaux que nous faisons au Zimbabwe. Donc je m'appelle Eve Miguel et je vais vous présenter le projet Yemeni. Alors, du coup, le projet Yemeni est un projet qui va travailler sur comment le changement climatique et l'érosion de la biodiversité modifient les interactions entre la faune sauvage, le bétail et les hommes dans les points chauds de biodiversité en Afrique, et quelles sont les conséquences pour les maladies infectieuses. On va travailler dans les interfaces entre la zone communale et les zones protégées en Afrique australe au Zimbabwe. C'est un projet qui a démarré en 2020 avec un peu des débuts un peu chaotiques avec le Covid, mais qui va durer jusqu'en 2025. Pourquoi on travaillait au Zimbabwe? Donc, notamment, on s'interroge aussi sur le rôle de la mégafaune encore présente au Zimbabwe, notamment les grands herbivores, sur le rôle de ces transmissions multispécifiques. C'est pour ça qu'on est très intéressé et très content de travailler ici. Là, j'ai fait un petit passage sur la mégafaune, texte. Donc voilà, comme vous savez, au Zimbabwe notamment, il y a voilà, moi je travaille à Wangé où il y a énormément d'éléphants. Donc là, c'est une vidéo. Je ne sais pas si elle va marcher. Tu peux la passer vous pouvez la passer un peu en accéléré parce que c'est bon. Bon ben voilà, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'être à un point d'eau au Zimbabwe, mais notamment en saison sèche, il y a des centaines et des centaines et des centaines d'éléphants qui peuvent arriver au point d'eau. Donc évidemment, leur présence va avoir un rôle dans les interactions entre les autres espèces, puisque du coup, ils occupent une place bien précise dans l'écosystème. Il faut savoir que les écosystèmes avant étaient riches en mégafaune, et c'était la norme pendant des millions d'années, puis à la fin du Pléocène, la moitié de la mégafaune a disparu. Donc là, par exemple, il y a une représentation que je trouve assez intéressante, c'est les espèces éteintes en grise qui sont dessinées dans les savanes d'Amérique du Sud, et pour représenter leur taille, et les espèces qui restent actuellement en coloré. Donc il y a très peu d'études empiriques sur le rôle de la biodiversité et de mégafaune dans les dynamiques infectieuses. Donc là, il y a une représentation de quelles étaient les zones tropicales, par exemple, dans la préhistoire, dans le monde actuel, et le monde de demain si on ne fait pas des actions très fortes de conservation. Et ainsi, on ne connaît pas dans le monde présent quels sont le rôle de ces espèces dans la protection un peu, ou dans la résilience de ces écosystèmes en cas d'infection. Donc ici, c'est une représentation des espèces de mégafaune au niveau de la planète. Donc on voit que l'Afrique australe est évidemment fortement représentée comme présentant de nombreuses espèces de mégafaune, mais également dans le deuxième, le B, on voit Number of Declining Megafaune, que c'est une zone à protéger puisque aussi sensible du point de vue de l'érosion de cette biodiversité et notamment des grands mammifères. Pour étudier donc le saut d'espèces entre les animaux, il est important de pourquoi travailler en Afrique. Donc il est aussi important de rappeler qu'il y a eu des événements majeurs d'émergence sur le continent africain, notamment le VIH, Zika, Ebola, donc c'est une zone d'intérêt. Next. Le continent africain abrite aussi une extraordinaire richesse en termes de biodiversité comparée aux autres parties du monde, encore. Mais possède également la population humaine la plus vulnérable du monde. Donc la pauvreté extrême avait été réduite avant le Covid à l'échelle mondiale de façon assez positive, mais plus de la moitié de la population mondiale vivant avec moins de 2 US par jour vivait en Afrique subsaharienne. Donc, je ne sais pas, regarder les chiffres depuis le Covid. En tout cas, les projections pour 2050 indiquaient une concentration de la pauvreté sur le continent. En termes de croissance démographique importante, on va observer certainement une croissance importante en Afrique où la population du continent devra atteindre 2,5 milliards d'individus d'ici 2050. Bon, c'est un peu introduction des primes, hein, mais il va y avoir un changement de rythme. Donc, concernant le changement climatique, les prédictions indiquent une aridification, donc avec une augmentation de l'incertitude liée à la disponibilité en ressources dans le temps et dans l'espace, notamment les eaux de surface, le fourrage et ainsi donc la production primaire. Ainsi, la mosaïque paysagère devrait évoluer vers plus de pastoralisme et le rôle des zones protégées devrait être crucial en tant que garant des fonctions écosystémiques, mais aussi des productions de services. Il y a des études qui suggèrent qu'en plus, la population à la frontière des zones protégées aurait tendance à
accroître 2 fois plus que dans les milieux ruraux, suggérant ainsi que les zones protégées pourraient être du coup pourraient plus attirer plutôt qu'elles ne répulsent les hommes, donc jouer un rôle de honeypot. Donc c'est des choses aussi qui sont intéressantes à regarder. Et de plus, par rapport au Covid, on a observé une augmentation des activités de braconnage, de coupe d'arbres, de mines artisanales et d'agriculture de subsistance à la périphérie des zones protégées et en même temps aussi potentiellement un déclassement des zones protégées en zone d'exploitation. Donc nous sommes dans une période un peu de bascule par rapport à tous ces phénomènes. Donc le Zimbabwe possède quand même encore plus de 13% de son territoire qui est dédié à la protection de la nature et représente par conséquent un pays de référent dans la réflexion que nous devons avoir sur les services écosystémiques dans un monde post-Covid et notamment en termes de circularité sur notre réflexion que nous pouvons avoir dans les pays du Nord par exemple. Et donc nous avons la chance de travailler au sein des parcs transfrontaliers qui ont été créés récemment en 2011, notamment pour Kazakh, à Rambos en Brésil, il y a 5 pays protégeant plus de 520 000 km² de territoire entre le Zimbabwe, le Botswana, la Namibie, le Zambie et l'Angola. Il faut savoir que la France, par exemple, fait 644 000 km². Ce sont des espaces extrêmement conséquents que d'une manière politique ont été dédiés à la conservation de la nature. Nous arrivons du coup à l'UMI. Le projet Imani propose de travailler sur les transmissions de pathogènes entre les espèces dans un contexte du coup de changement climatique et d'érosion de la biodiversité dans des socio-écosystèmes d'Afrique australe. Nos questions de recherche sont simples. Où aller quand l'eau et le fourrage diminuent? Est-ce que les zones protégées sont des refuges pour l'animal et l'homme en période de crise? Comment les interactions entre les hommes et les animaux domestiques et la faune sauvage seront impactées par le changement climatique et l'érosion de la biodiversité? Et quelles sont du coup les conséquences pour les dynamiques des maladies infectieuses? Donc nous allons travailler sur 4 work packages. Première section, l'utilisation humaine des zones protégées dans un contexte de changement climatique. Donc nous allons développer des méthodes innovantes basées sur les sciences citoyennes pour collecter des informations autour des pratiques d'élevage, la perception de l'environnement naturel, de l'accès aux soins pour les animaux et les hommes. Pour cela, nous allons développer le premier think tank Human and Nature en Afrique subsaharienne. Donc cette innovation prendra la force en sorte de minibus avec différentes installations, ciel, grand écran, laboratoire de base, proposant ainsi des conditions optimales pour réaliser le travail sur le terrain et améliorer du coup la communication avec les différents partenaires et la société civile. Donc on va en profiter du coup pour faire du transfert en temps réel en fait de notre expertise, puisqu'on a toujours un décalage dans la recherche entre le moment où on produit le résultat de la recherche et le moment où on collecte nos informations. Et donc l'idée est de proposer des expositions itinérantes pour en temps réel proposer toute notre réflexion autour de toutes ces questions. Donc pourquoi développer cette méthode de travail? Puisque nous observons du coup une lassitude des gens dans les programmes de recherche et de conservation sans impact évidemment à court terme. Il y a une forte demande de la société civile, notamment des jeunes et des femmes, pour ce transfert de compétences et la diffusion des résultats, et ainsi rétablir la confiance avec les chercheurs, qui est des fois, surtout post-Covid, la première question. Alors, deuxième work package, comment du coup les interactions entre les animaux sauvages et domestiques vont être perturbées par le changement climatique. Donc là, on va avoir une approche très classique en écologie. Donc pour décrire la communauté d'hôtes, nous allons déployer des pièges photographiques pendant 2 ans autour des points d'eau, entre zones communales et zones protégées. Donc on a déjà fait des études pilotes, voilà, ça marche très bien. On peut du coup identifier les espèces, le nombre d'individus, est-ce qu'elles sont en contact en même temps au point d'eau et tout ça. Donc aussi bien le jour que la nuit, donc aussi les prédateurs. Et avec ces données, ensuite on les transforme en réseau d'interaction, en matrices d'interaction, et du coup on peut plus facilement modéliser les risques infectieux dans ces réseaux. Ensuite, pour décrire les mouvements et la sélection d'habitats de certaines espèces d'intérêt, nous allons déployer des collets GPS sur différentes espèces de sauvages et domestiques pendant 2 ans. Donc voici une représentation des données qu'on peut avoir avec des colliers GPS, c'est les résultats de ma thèse, où en noir et blanc on a du coup le déplacement des buffles, en rouge et jaune ce sont les déplacements des vaches, l'étoile rose représente les contacts entre les 2 espèces sur 3 sites au Zimbabwe, Hwange et Limpopo. Donc c'est un peu cette même démarche qu'on essaye de mettre en place, mais à l'échelle de la communauté avec beaucoup plus d'espèces du coup d'intérêt. Comment les pathogènes sont-ils transmis dans ces réseaux multispécifiques? Donc ça, c'est vraiment la boîte noire de la recherche en ce moment. C'est qu'en fait, c'est très très compliqué de savoir ce qui circule dans la faune sauvage. Souvent, en fait, c'est des petites études
fait à des petites périodes, et du coup, moi je dis toujours, c'est comme si c'était des martiens qui arrivaient sur Terre et qui disaient qu'ils allaient travailler sur la grippe en France, et qu'ils échantillonnaient 30 enfants au mois de juillet, ils pouvaient conclure du coup qu'il n'y a pas de grippe sur la planète. C'est un peu ce qu'on fait par manque de moyens, de techniques et tout ça sur la faune sauvage, c'est-à-dire qu'on va faire très peu de prélèvements et on va conclure des choses. Donc on essaye de changer des échelles pour pouvoir faire justement des suivis longitudinaux, aussi bien sur la faune sauvage et le bétail. Et du coup, on va développer des protocoles innovants basés sur des méthodes non invasives de prélèvement pour détecter les pathogènes dans la faune sauvage, principalement dans les fesses. Du coup, avec ces méthodes, nous allons pouvoir suivre les dynamiques des pathogènes dans différentes espèces, dans des sites contrastés en termes de composition d'espèces, et du coup, tester notre effet dilution. Donc voilà, j'ai mis quand même un peu des photos, donc voilà nos pop-up wheels, donc c'est nos laboratoires mobiles, vivants. Donc là, on va mettre une capsule sur du coup notre 4x4 pour Coexistence between Animal and People, Scientific Sustainable Lab in Ecology and Epidemiology, qui va nous servir du coup d'outil itinérant pour faire cette médiation scientifique mais aussi nos recherches. Donc voilà l'approche un peu en télémétrie, où du coup, on va déployer notamment des colliers sur les buffles, on va les traquer. Ça, c'est l'approche en écologie aussi, où on déploie des caméras trappes, sur les arbres autour des points d'eau. Les prélèvements en faune sauvage, on a essayé aussi sur des blocs de sel ou chez les vaches. Les prélèvements de fesses dans la faune sauvage. On a testé de récolter la salive aussi sur le sol ou sur des plexivals de la faune sauvage pour essayer d'avoir des pathogènes, mais bon, ça a été un peu compliqué. En fait, les babouins et les éléphants avaient tendance à utiliser notre plexiglas comme frisbee, et du coup, on ne retrouvait plus trop les éléments. Prélèvement du coup dans le bétail au niveau des deep tanks. Donc les deep tanks, je ne sais pas si les gens connaissent, ce sont des structures qui sont mises en place par les services vétérinaires pour faire des bains acaricides à des fréquences régulières, et les vaches viennent en fait toutes les semaines en saison des pluies ou tous les mois en saison sèche, et on profite de cette période pour du coup, quand elles sont dans le corridor, les prélever. Donc ça c'est la partie labo où on essaye à partir de tous ces échantillons d'en extraire les pathogènes. Donc la grande nouveauté aussi par rapport à ce qui se faisait avant, c'est grâce aux projets qui ont été développés par les différents partenaires. Maintenant, il y a des laboratoires très compétents à l'université du Zimbabwe, notamment grâce à Florian Liégeois qui est ici. Donc tout ça, on va le faire au Zimbabwe, toutes ces analyses et toutes ces activités de sciences participatives, on fera sur le terrain, cartographie mentale, tout ça. Voilà, donc ça c'est les photos du terrain. Donc pour conclure, à la fin du projet, on devrait avoir en gros cette conceptualisation de notre système avec en entrée des données qui auront été récoltées sur les taux de contact entre espèces, intra-espèces, les stratégies de chasse, d'élevage, l'accès aux soins, le contexte historique, les dynamiques infectieuses, que ce soit dans les populations réservoirs, les populations relais que peuvent représenter certaines espèces, et les populations susceptibles comme le bétail, mais également les populations à risque pour les zoonoses ou l'homme. Et avec ces différents modèles, on va pouvoir du coup estimer quels sont les paramètres qui jouent le plus dans cette diffusion et voir quel est le meilleur socio-écosystème en termes de santé, conservation et bien-être humain. Donc, par exemple, ces modèles permettent de tester différents scénarios, comme la présence de X espèces dans la chaîne de transmission, du coup pour tester l'effet dilution, un effet forte sécheresse ou utilisation intensive de la zone protégée, vaccination, abattage, et du coup on peut du coup évaluer des paramètres pour pouvoir du coup discuter avec les décideurs. Voilà. Notamment après, une fois que le modèle il est construit, on peut aussi implémenter des scénarios du changement climatique pour du coup potentiellement conseiller les décisionnaires aussi. Voilà, Humanite, un projet holistique et un peu ambitieux, qui a pour objectif de lier les citoyens à la science et la science aux citoyens, et de proposer une approche systémique et circulaire. On essaye un petit peu de casser des fois des choses très linéaires dans la recherche académique. Et voilà, c'est surtout une grosse équipe qui travaille ensemble avec des experts en sociologie, en anthropologie, en écologie, en épidémiologie, en génétique, en évolution, en modélisation, en remote sensing, en
divulgation scientifique, en expertise de terrain et en support administratif. Donc voilà, merci à tous et merci nos partenaires et nos sponsors.